sur Google Meet. Et on a aussi LinkedIn Live, Facebook Live normalement, pour suivre l'ensemble des échanges. Bonjour à tous, hein, je ne me suis pas présenté, je suis Julien Daubert, je suis le fondateur de l'entreprise 10h11 et je suis ravi d'être avec vous pour ce 7e Data Meet parce qu'on a différentes thématiques, hein, on essaie comme ça de donner de l'information gratuite et la plus pédagogique possible chaque semaine sur l'usage des données. Et donc aujourd'hui, on va parler ensemble cartographie et la visualisation des données donc, sur une carte. Je vous demande encore 60 secondes de patience et puis on va démarrer tous ensemble. On est en train d'accepter les personnes qui se joignent à nous avec Marius à la régie chez nous, chez 10h11. Un petit mot quand même pour démarrer aussi. Ça amènera sans doute les gens à se connecter. 10h11, qui on est donc une entreprise spécialisée dans l'exploitation des données. Donc, qu'est-ce que ça veut dire l'exploitation des données? Ça veut dire qu'on conçoit des solutions sur mesure pour l'ensemble de nos clients, des solutions donc d'usage des données. Donc, on accompagne nos clients dans comment utiliser leurs données, que ce soit comment les nettoyer et faire en sorte que ces données soient viables et les consolider, comment créer des bases de données et puis ensuite comment envoyer cette information sur des interfaces pour les visualiser. Donc voilà ce que fait 10h11. Alors le temps que tout le monde arrive aussi, je passe le message, peut-être que certains l'ont vu sur notre site internet, on a écrit aussi un livre qui s'appelle Data Maker et on aime à s'appeler 10h11 la première agence Data Maker puisqu'on crée avec la donnée. Donc, si certains sont intéressés aussi par l'usage des données, voilà, il y a ce bouquin qui s'appelle Data Maker et qui est basé sur des questions, 34 questions-réponses c'est les questions que nous posent souvent nos clients. On a souhaité y répondre avec des tips et des cas d'études dans le livre et le mettre à disposition de tout le monde avec une méthodologie de travail de la data. Voilà, je fais juste cette petite aparté parce qu'on pense que la donnée est un enjeu économique, mais aussi culturel pour nos organisations et qu'on doit tous évoluer demain dans la data, ça nous semble un prérequis. C'est pour ça qu'on a écrit ce bouquin. Alors, il est 11h32, je vais démarrer sur le sujet. Je vois qu'encore des gens se connectent, mais ceux qui étaient à l'heure méritent d'être servis à l'heure, donc je démarre. Ce que je vous propose, on a 45 minutes ensemble. Je vais le détailler. Tout d'abord, une première partie de contexte, juste rappeler 2-3 éléments qu'on a vus qui sont liés à la cartographie des données et à l'open data. Ça me semble important. J'ai prévu, vous l'avez vu, j'ai déjà commencé aussi en introduction un mot sur 10h11, quand même, expliquer qui on est, le contexte sur la data. Et puis ensuite, j'irai directement pour vous montrer des cas d'études, des cas d'usage, parce que souvent dans les données, on nous remonte régulièrement qu'on a trop de théorie et pas assez de pratique et que les gens veulent concrètement voir qu'est-ce qu'il est possible de faire. Donc, on verra 4 cas d'études ensemble dans les 45 minutes qui nous sont imparties. Le premier, ça va être des organisations publiques, hein, parce que il faut qu'on puisse vous montrer des choses qui sont publiques. Donc, ça sera l'Agence nationale des chèques vacances, pour ceux qui connaissent peut-être cette organisation publique. Ensuite, on verra des travaux menés avec la mairie de Paris. Ensuite, nous verrons des travaux menés avec la CCI. Et en dernier lieu, nous verrons des travaux, évidemment, menés là aussi avec la CCI, mais à une autre échelle. Donc, 3 organisations publiques, ANCV, Mairie de Paris et la CCI, que je vais vous présenter dans ce Data Meet. Pour rappeler juste 10h11, un petit mot, créé en 2011, cette société, donc je m'appelle Julien Daubert, pour ceux qui viennent d'arriver, je suis le fondateur de l'entreprise 10h11, créé en 2011. Aujourd'hui, on compte 25% du CAC 40 en clients et aussi beaucoup d'organisations publiques comme EPADESA, la métropole de Bordeaux, la région Hauts-de-France, la mairie de Paris et bien d'autres. Et on va vous présenter aujourd'hui des cas d'usage justement pour que vous compreniez qu'est-ce que c'est qu'une exploitation des données et comment bien utiliser la cartographie. Alors, je commence par le contexte. Quelques éléments quand même pour vous rappeler. Je vois qu'il y a un commentaire dans Google Meet. N'hésitez pas, si certains veulent poser des questions, je ne l'ai pas précisé. Vous avez sur le volet de droite de Google Meet, vous pouvez m'interroger et me poser des questions ou bien prendre la parole si vous le souhaitez lors de ma présentation. N'hésitez pas. Quelques éléments de contexte pour démarrer. Tout d'abord sur l'utilisation des données publiques, parce que quand on parle de cartographie,
on parle aussi d'utilisation de la donnée de manière publique, hein, surtout qu'aujourd'hui, le sujet quand même s'adresse à des organisations publiques. Tout d'abord, un livre hein, de CEREMA qui est intéressant, qui s'appelle « L'open data en collectivité à la lumière des données de mobilité ». C'est un livre de 2015. Et juste, il nous rappelle un fait intéressant que je voulais vous donner en termes de contexte. Et c'est que la donnée, elle crée de la valeur économique sur le territoire. Je cite, « Selon la Commission européenne, le total des gains économiques directs et indirects découlant de l'utilisation des données produites par le secteur public et des applications fondées sur ces données serait de l'ordre de 140 milliards d'euros par an. » Alors, je suis bien d'accord, hein, ce sont des chiffres qui nous dépassent. Ce sont simplement des éléments de contexte qu'a essayé de mesurer cette étude du CEREMA avec l'Union européenne. Mais tout ça pour dire que l'utilisation de la donnée publique et son exploitation au travers d'outils génèrent en tout cas de l'activité économique et n'est pas neutre pour le territoire et pour les entreprises qui font le territoire. Ensuite, il y a un baromètre des données ouvertes hein, qui est publié, je crois que c'est tous les 2 ans. Il y a la 4e publication qui est parue. Alors la dernière date de 2017 sur les chiffres que j'ai et de la World Wide Web Foundation, donc le 3W hein, sur Internet. Et ils ont parlé donc des données ouvertes en faisant 5 constats. Et je l'ai trouvé intéressant parce qu'on va voir dans les exemples ensuite que je vais vous présenter que des fois on y revient sur ces constats-là dans la cartographie. Alors je voulais vous les partager avec vous. Le premier constat numéro 1, c'est que les bases de données de 9 gouvernements sur 10 ne sont pas ouvertes. Alors, ce n'est pas le cas en France. Dans les données ouvertes, on est très bien positionné. Les villes, les métropoles, les régions ou les départements font beaucoup d'efforts sur le sujet, et même le pays, la France à l'échelle nationale. Mais c'est important de savoir que toutes les données aujourd'hui ne sont pas encore toutes ouvertes pour l'ensemble des pays. Constatation numéro 2, les données publiques des gouvernements sont généralement incomplètes et de mauvaise qualité. Alors là aussi, on vous montrera dans les exemples comment on peut pallier à ça dans la création d'une cartographie, comment on peut pallier à des données qui sont incomplètes, notamment par la constitution d'une base de données. J'expliquerai ça de manière très pédagogique tout à l'heure. Le constat numéro 3, le succès ou l'échec des données ouvertes repose sur la volonté politique. Ça, on est tous bien d'accord, et je crois qu'en France, il y a eu beaucoup d'avancées qui ont été faites depuis au moins 2 quinquennats hein, sur l'ouverture des données. Constat numéro 4, les gouvernements ne publient pas les données nécessaires pour restaurer la confiance des citoyens. Là aussi, hein, c'est toujours à prendre en balance avec d'autres pays à l'échelle internationale, puisque je crois que la France fait beaucoup d'efforts pour publier des informations, voire des informations qu'on aurait pu considérer il y a 10 ans comme sensibles. On le verra dans le dernier cas d'étude d'ailleurs avec les CCI. Et puis enfin, constat numéro 5, peu d'initiatives pour les données ouvertes font une promotion active de l'inclusion et de l'équité. Alors c'est vrai que ce sont des choses à développer, l'Internet pour tous, la donnée pour tous, et on verra cette notion d'équité aussi dans le dernier exemple du projet Carteco que je vous présenterai, qui est une cartographie, et en quoi ce projet peut être considéré comme plus équitable envers les citoyens qui veulent créer une connaissance avec la donnée. Pareil, là j'essaierai d'être au maximum pédagogique sur le sujet. Enfin, un dernier point, toujours dans ce rapport, hein, on vous partagera les sources pour ceux qui sont intéressés, le 4e baromètre des données ouvertes. Il y a un classement qui est donné sur l'impact de l'entrepreneuriat, l'impact sur l'économie et l'impact sur l'inclusion lorsqu'il y a un développement d'outils qui est lié à la donnée, donc la création d'outils. Il faut savoir que sur les baromètres qui sont donnés sur 10, et sur les 3 variables, la France est en 3e position, pratiquement sur chacune, hein, derrière le Royaume-Uni et le Canada. Et l'impact sur l'entrepreneuriat des données ouvertes en France est de 8 sur 10 selon ce baromètre, donc ce qui veut dire qu'on aurait quand même un impact réel dans l'économie. L'impact après sur l'économie, il est évalué à 5 sur 10, donc on va dire que ça touche plus les entrepreneurs que l'ensemble du secteur économique. Et l'impact sur l'inclusion, il est de 3 sur 10 en France, ce qui veut dire qu'en inclusion, il y a encore des efforts à faire. Mais là aussi, je vous rassure, c'est à pondérer avec l'ensemble des pays, puisque la France a la 2e meilleure note hein, sur l'inclusion, sur l'ensemble des pays, puisque la moyenne des 10 premières nations est de 1,9 sur l'inclusion. Voilà un petit peu quelques chiffres de contexte. Hein. Pour résumer, on pourrait dire que utiliser la donnée, créer des outils comme la cartographie a un impact sur l'économie, a un impact sur
la relation qu'a le citoyen avec sa métropole, sa ville ou la notion de politique en général. Et qu'aujourd'hui, si on peut vous donner des exemples concrets d'usage de cette donnée à travers la cartographie et des usages qui vous parlent, eh ben, je considérais que j'aurais réussi ma mission de ce matin. Et j'espère que je gagnerai votre confiance sur ces sujets. Maintenant, on a vu les contextes, on va passer directement au cas d'étude. Je pense que tout le monde veut voir un petit peu des exemples concrets. Je vais vous donner uniquement des cas d'études qui sont français. Ces 4 cas d'études sont des données publiques, donc je peux vous les présenter. Les 4 cas d'études, nous les avons travaillés chez 10h11, ce qui veut dire que s'il y a des questions ou ce que je vais vous présenter, je l'ai vécu. Donc je pense que l'apport et le retour que je peux vous en faire, il est un peu plus concret que si je ne l'avais pas vécu ou simplement vous faire une démonstration de choses que mes équipes n'ont pas créées, parce que c'est pas moi qui les ai créées. Évidemment, je les crée avec toutes les équipes de 10h11. Et pour chaque cas d'étude, il y a une problématique que je vais vous évoquer. Donc le déroulé sur ces cas d'étude, tout d'abord, dans un premier temps, on va voir comment la cartographie permet de faciliter la prise d'information ou la visualisation. Je pense que vous vous en doutiez, mais on va aller sur ce sujet-là. Le deuxième cas, ce sera comment la cartographie et la technologie permet de consolider ces données, de faire en sorte d'éviter les erreurs. On en a parlé dans le constat. Et le troisième cas d'étude, ce sera comment la cartographie permet de créer de la connaissance, donc aller au-delà de l'information, mais créer une nouvelle connaissance sur le territoire. Donc on va commencer par comment la cartographie permet de faciliter la prise d'informations et visualiser des données. Alors je vais vous partager mon écran et on va de suite aller sur le premier exemple qui est l'Agence nationale des chèques vacances. Peut-être qu'en plus certains sont connectés, il me semble que j'avais vu qu'ils étaient, donc je les salue. Si l'Agence nationale des chèques vacances sont présents avec nous, je vous salue. Donc l'Agence nationale des chèques vacances, il faut savoir que normalement vous devez voir mon écran qui est partagé. Si jamais ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me le dire ou à prendre la parole. Mais si je considérais le silence comme vous acquiescer le fait que mon écran est bien partagé. L'Agence nationale des chèques vacances, qu'est-ce qu'il faut savoir? Alors, je vais vous montrer ce fichier. Encore une fois, on va aller dans le concret ensemble aujourd'hui. Ça, ce sont des données que consolide l'Agence nationale des chèques vacances sur, alors là, il faut trouver le tableau, il est là, sur les répartitions des bénéficiaires des actions sociales qui sont menées par les chèques vacances. Donc, on peut le voir, ce sont des tableaux consolidés. Donc, vous avez vu ici, pour trouver le tableau, ce n'est pas forcément évident sur cette première page. Et donc, on a différents feuillets. Et dans les feuillets, on a un travail minutieux qui est fait par l'Agence nationale des chèques vacances, précis, sur l'ensemble des informations menées sur les actions sociales, qui est répartie souvent par région, département, origine des bénéficiaires, est-ce que ce sont des familles, adultes, des jeunes, des enfants. Vous voyez qu'il y a plusieurs tableaux. Et la difficulté, en fait, que s'est posée l'Agence nationale des chèques vacances, c'est de dire, si on libère ces données, on est bien d'accord que pour intéresser du monde à ce fichier Excel, ça va être un peu compliqué. Et pourtant, on a un enjeu de transparence, on veut communiquer cette information-là à nos publics, c'est normal, mais on voit bien que ces fichiers-là, malgré la qualité de la donnée qui est consolidée chaque année, eh bien, le partage était, et la lecture de ces fichiers était très faible. De la même chose. Je suis désolée, excusez-moi, je ne vois pas l'écran. Je ne vois pas le partage d'écran, moi, perso, alors je ne sais pas. Alors, est-ce que ce problème est uniquement chez Eleonore ou les autres, vous voyez le fichier que je déroulais? Alors, certains disent je le vois, chez moi c'est OK. Ah, zut. Alors, je pense peut-être que c'est un problème. Peut-être que vous avez épinglé la webcam. Peut-être que vous avez épinglé. Oui, c'est bon? C'est bon, je vois. Ouais, merci beaucoup. Super. Alors, je reprends. Bon, parfait. Merci, Marius, d'ailleurs, pour le tips. Donc, je reprends pour vous montrer, Léonore. Voilà le type de fichier donc de la NCV. On peut voir que c'est assez complexe. La construction des tableaux, elle est assez spéciale. Et c'est vrai que pour partager aux partenaires ou alors aux personnes qui utilisent les chèques vacances ou alors aux organisations pouvant être intéressées par ces chiffres-là, il y avait une vraie complexité. En fait, vous voyez, il y a différents feuillets à accéder à l'ensemble des informations. Et il faut savoir qu'il y avait ce fichier-là, mais l'Agence nationale de chèques vacances nous a aussi donné ce fichier, qui est un deuxième. Et vous voyez, c'est l'usage des chèques vacances dans les territoires. Donc là aussi, il y a différents tableaux. Je passe sur les feuillets, mais il y a beaucoup d'informations qui est centralisée, encore une fois, par région, par public, sur l'utilisation des chèques vacances.
Donc, la mission, c'était de dire comment on peut créer une cartographie. Est-ce qu'une cartographie permettrait d'aller plus vite, de comprendre l'information plus rapidement et surtout de permettre un partage plus accessible aux personnes étant intéressées par ces données. L'envoi des données brutes étant toujours possible pour les partenaires, mais pour, au départ, comparer les informations, on comprend bien qu'il y a un travail fastidieux. Et donc, le résultat, je vais vous le montrer, et tout le monde peut aller, si vous le souhaitez, sur le site de la NCV. On a créé cette cartographie, on va voir qu'elle est très simpliste. Là, vous allez voir que le niveau de zoom est très faible. On est sur des choses très standards, mais la mission était d'être efficace. On va voir comment on monte en puissance dans les cas d'études. Et donc, si j'active les données chèques vacances, que je vous ai montré tout à l'heure, sur le volet de droite, les données apparaissent avec évidemment des pictogrammes et de l'information pour aider l'utilisateur à bien comprendre l'information. Et si je clique sur une région, ben ça la sélectionne et vous voyez que le volume d'émissions a évolué, le nombre de clients est uniquement lié à cette région. Et pareil, si je viens choisir un département, je clique sur un département, par exemple la Gironde, et là aussi, j'ai des informations en un clic qui apparaissent. Donc on voit bien que si je dois chercher toutes ces informations dans les fichiers que je vous ai envoyés, ou si je veux naviguer par un département qui m'intéresse, imaginons la Bretagne, je choisis la Bretagne, on voit bien qu'en un clic, j'ai ici sur le volet de droite les informations qui m'intéressent. Et ce qui est intéressant, c'est que je peux, comme je l'ai dit, comparer. Imaginons, je veux comparer la Bretagne, la région Nouvelle-Aquitaine et l'Auvergne-Rhône-Alpes. Là, j'ai l'ensemble des données à l'échelle de ces trois régions. Et en cliquant sur comparer, eh bien voilà, j'ai en un clin d'œil, je peux voir que en Bretagne, par exemple, et en Aquitaine, on peut voir qu'il y a pratiquement 2 fois moins d'émissions de chèques vacances qu'en Auvergne-Rhône-Alpes. Et après, sur l'utilisation de ces chèques vacances, eh ben, on peut voir, par exemple, rapidement des faits saillants. Pour vous donner un exemple, il y a une grande utilisation des chèques vacances pour la restauration en Nouvelle-Aquitaine, peut-être parce qu'en Nouvelle-Aquitaine, on apprécie fortement la gastronomie. Et on peut voir qu'il y a peut-être d'autres faits saillants comme ça qui peuvent ressortir directement. Et pareil, le nombre de clients en Bretagne est plus important qu'en Nouvelle-Aquitaine, ce qui veut dire que le panier de chèques vacances moyen des clients en Bretagne est plus important que celui en Nouvelle-Aquitaine. Et vous voyez que ça, je le déduis, je le découvre avec vous. J'ai choisi ces 3 régions pour visualiser et je découpe ces informations avec vous. Donc, on se rend bien compte que si on veut venir comme ça naviguer dans la carte, on a un vrai gain. Et puis, je peux aussi activer les actions sociales. Le deuxième fichier que vous avez vu, on voit que les informations apparaissent ici, sur le volet de droite. Et là encore, si je veux comparer juste Auvergne ou Nouvelle-Aquitaine avec le Grand Est, par exemple, je vais sur comparer. Et j'ai évidemment, vous voyez, ces informations qui sont ici, ce sont les actions sociales qui apparaissent. Et j'ai l'ensemble des informations à disposition. Donc voilà un exemple de comment une cartographie, en fonction de leviers d'activation très simples, me permet de visualiser des informations. C'est un exemple très basique, j'en conviens, mais en attendant, par rapport à la problématique de l'Agence nationale des chèques vacances, il y a un vrai succès sur cette cartographie et évidemment beaucoup plus d'interaction avec les données que si elle avait simplement partagé les fichiers bruts. Ça, c'est le premier exemple. On va voir toujours dans Visualiser un exemple avec la mairie de Paris. Alors, pour information, il faut savoir que la mairie de Paris, pour vous donner des éléments de contexte sur ce que je vais vous présenter, qui est une deuxième cartographie, la mairie de Paris se posait des questions sur l'usage concret du citoyen dans sa ville au niveau du jogging, donc pour les runners, pour les gens qui vont courir dans la ville. Anne Hidalgo se posait la question, mais comment la ville est concrètement utilisée? Où est-ce que les joggeurs courent? Parce que si je veux aménager mon territoire, j'ai envie d'avoir une vue réelle de l'usage de la ville et pas juste une pensée que je me ferais ou que mes conseillers se feraient de la ville. Je veux voir comment les citoyens vivent la ville. Pour ça, elle s'est dit, il me faudrait récupérer des informations, des parcours des runners pour voir un petit peu où est-ce qu'ils courent et que je puisse interpréter ces informations-là. Et il faut bien savoir que pour beaucoup, sans doute, vous êtes au courant qu'il y a une spécificité sur le marathon des JO 2024 potentiel à Paris où il est possible que le citoyen participe au marathon en amont des coureurs professionnels ou en aval et qu'il fasse le même parcours. Donc, ce serait quand même une grande première. Et donc, ce marathon, pareil, pour dessiner le parcours, il est intéressant de savoir comment les Parisiens vivent Paris. Et de manière générale, la métropole, le Grand Paris. Pour ça, elle a fait appel à Running Heroes, qui est une application qui permet aux utilisateurs, et peut-être certains l'utilisent, de centraliser les données quand on va courir. Donc, si vous utilisez Endomondo, Run Static, Nike Running,
quand vous courez avec votre smartphone sur l'épaule, vous stockez de la donnée, et bien Running Heroes vous permet de libérer cette donnée-là et il vous donne des services en complément. Donc, il y a eu partenariat Mairie de Paris Running Heroes. Ils avaient donc la donnée géolocalisée. La Mairie de Paris nous a dit 10h11, est-ce que vous pouvez nous aider à visualiser? Parce que là, il nous faut de l'aide. Parce qu'en l'état, on a une base de données SQL, un petit peu comme je vous ai montré tout à l'heure. Ce n'est pas de l'Excel, mais on va dire qu'à la lecture, c'est difficile à lire, si on n'est pas informaticien. Comment on peut avoir de l'information plus ciblée et visuelle? Donc, je vais vous montrer ce que l'on a créé comme exemple. C'est un bon moyen de visualiser la ville différemment. Et donc, normalement, vous devez tous voir une carte du Grand Paris. Et si je viens zoomer sur la carte, vous allez voir que la carte se densifie en fonction du niveau de zoom et me fait apparaître les différents tracés des runners, évidemment, le tout étant anonyme. Et on ne peut pas retrouver, évidemment, qui est qui dans les tracés, je vous rassure. Simplement, on peut visualiser où est-ce que les Parisiens vont courir et on peut en tirer des conclusions très rapides. Pour exemple, et vous pouvez faire le petit jeu tous pendant que je présente, à votre avis, à quelle saison on court le plus dans Paris? Donc chacun fait ses paris dans sa tête, est-ce que c'est printemps, été, automne ou hiver? Et on va voir que en visualisant en simple clic la carte, je vais choisir hiver, on voit bien que la carte disparaît pratiquement. Par contre, on peut voir où est-ce que les Parisiens encore courageux vont courir l'hiver. Et par exemple, on voit ici 3 zones. Au niveau du terrain de sport de Championnet, il y a encore des courageux qui vont courir. Ou encore au niveau du centre sportif, c'est Max Roussier, où là aussi, il y a encore des gens qui vont courir. Et puis, du côté de Pantin, jusqu'au quai de la Loire, on voit qu'en hiver, des gens sont encore courageux à aller courir. Si je me clique sur le printemps, on voit que la carte reprend un peu des couleurs et des parcours, c'est-à-dire que les runners réutilisent la ville. On voit vers le bois de Vincennes, ça va courir, évidemment le bois de Boulogne. On voit ici, on n'est pas surpris, au niveau du jardin du Luxembourg, par exemple, si je viens zoomer. Si je vais sur l'été, la carte densifie encore plus. Et si je vais sur l'automne, la carte est pratiquement là, complète, ce qui veut dire que les Parisiens courent le plus en automne, ce qui peut être surprenant, parce que de prime abord, en tout cas moi, quand j'avais fait les premiers tests, j'étais convaincu que ce serait au printemps que les Parisiens allaient courir le plus. En tout cas, on voit bien que si ensuite je veux cibler des parcours sur le kilométrage, les gens qui courent souvent, 10-15 km par exemple, je peux voir là la ville différemment et je peux voir se dessiner des premiers parcours. On le voit, hein, les 10-15 km vers Clamart, Fleury, Meudon. Vous voyez, il y a toute une remontée jusqu'à l'île de Saint-Germain et enfin jusqu'à la Tour Eiffel, au Champ de Mars. Il y a un parcours qui se dessine très clairement. Aussi de Sévran, on le voit, jusqu'à Bobigny, Pantin, ou encore de Saint-Denis jusqu'à Pantin. Il y a 2 axes très très forts pour lesquels les gens viennent courir. Et puis au niveau de Saint-Maur-des-Fosses, on voit bien qu'il y a une boucle qui est effectuée autour du quai de la Pie. On voit bien qu'ici, il y a une boucle effectuée par les runners. Donc on voit un petit peu l'usage qui est fait de la ville. Et pareil, au niveau des Champs-Élysées, hein, il y a un tronçon qui est utilisé normalement, qui est l'avenue Foch, et qui remonte, on le voit, vers le parc Monceau, tout comme ici au niveau de la promenade des boulevards Pereire. Voilà comment la mairie a utilisé. Alors là, il y a quelques filtres qui vous sont présentés. Hein, on peut voir aussi au moment de la journée la vitesse, la fréquence de pratique ou encore le genre, homme ou femme, et l'âge. On peut voir les différents parcours et la ville se dessiner différemment. Je trouvais que cet exemple était assez parlant. Je voulais vous le présenter pour voir comment la mairie de Paris essaye de visualiser sa ville différemment en fonction des parcours des runners. Donc ça, c'était les 2 premiers cas d'études qu'on a vus, qui étaient visualiser l'information, comprendre une information rapidement. Maintenant, on va avoir un deuxième cas d'étude, je vous propose, toujours en cartographie, qui est de dire comment je peux consolider mes données grâce à une cartographie, comment je peux faire en sorte de faire moins d'erreurs. Alors, c'est une petite aparté, parce que c'est cartographie, technologie, il y a un peu des deux, mais je trouve intéressant de vous le présenter, parce que je pense qu'on l'a vu dans les constats tout à l'heure dans le contexte, la capacité d'avoir des données fiables est un enjeu tout de même très important lorsqu'on libère de la donnée et lorsqu'on permet à tout utilisateur de jouer avec. Cet exemple, c'est la CCI. Donc, je vais vous partager de nouveau mon écran. CCI Nouvelle-Aquitaine qui a fait appel à nous.
Là encore, je vais vous montrer une partie des données brutes. Vous allez comprendre pourquoi une cartographie est intéressante. Si des gens de la CCI, alors je ne crois pas qu'ils sont connectés, mais si jamais ils se sont connectés avec nous, je les salue, je leur passe mon bonjour. Voilà le fichier. C'est un fichier pareil, là aussi, un travail de fond qui est mené par les CCI chaque année sur les entreprises qui exportent. Donc on peut voir des types d'entreprises, le nom de l'entreprise, leur site, les dirigeants. On peut voir le secteur auquel elles appartiennent, vous voyez, construction, cuir, énergie, environnement. Et dans ce fichier-là, ensuite, on peut voir le code NAF, la localisation, les effectifs. On a une vue du chiffre d'affaires de l'entreprise. Donc, on a une vue très, très claire sur l'export. Est-ce que c'est une joint venture, une filiale, une succursale qui est faite à l'export pour l'entreprise? Et après, là, on a la liste des pays. Donc là, on peut voir pour cette entreprise, on ne la citera pas, mais il y a écrit oui, c'est une entreprise qui fait de l'export en Allemagne, donc qui doit avoir une filiale en Allemagne. Mais on voit qu'il y a la liste de tous les pays, et là, regardez le fichier. Donc c'est vrai que quand la CCI souhaitait partager ça aux élus ou aux partenaires et qui devaient lire les informations dans ce fichier, bah, vous vous doutez bien, regardez, je ne suis même pas à la moitié, vous vous doutez bien que c'est quand même pas très pratique et que pour un partage d'informations de manière transparente auprès des politiques publiques ou des élus ou des ressortissants des CCI, c'était difficile. Vous voyez, là, je termine le fichier, j'y suis presque. Voilà, ici, le fichier est terminé. Et voilà, il y a l'ensemble des pays listés et il y a, je vous passe le nombre d'entreprises qui est listé. Donc, ce que l'on a fait, c'est qu'on a créé, là aussi, une cartographie. La voici. Donc ça, c'est le fichier que vous venez de voir. Et vous voyez bien que c'est les entreprises de Nouvelle-Aquitaine implantées à l'étranger en VIE. Et très simplement, si je veux rechercher un pays qui m'intéresse, imaginons par exemple l'Afrique du Sud, parce qu'à ce moment-là, les élus ont besoin d'avoir des informations sur l'Afrique du Sud. On peut avoir directement l'information. Il y a 5 entreprises de Nouvelle-Aquitaine implantées en Afrique du Sud et on peut savoir les filières en pourcentage auxquelles elles appartiennent. On n'a pas une vue de l'ensemble des informations, puisqu'il y a des informations qui sont privées ou qui sont uniquement accessibles à certains partenaires, mais on a une vue globale qui est libérée en tout cas et à l'échelle du citoyen. Donc même les entreprises peuvent consulter ces informations. Si ensuite je m'intéresse plus particulièrement à une filière, imaginons le cuir, le luxe et le textile, et je veux voir comment les entreprises de Nouvelle-Aquitaine se déploient dans ce secteur, eh bien je vais choisir cuir, luxe, textile, et là vous voyez que la carte a évolué et que j'ai des pays qui apparaissent, Maroc, Tunisie, Espagne, Italie, et après si je dézoome, je peux voir qu'aussi il y a 5 entreprises qui travaillent avec les États-Unis, une avec le Canada, il y en a une aussi au niveau non, l'Afrique du Sud, on n'a pas. Il y en a 3 au niveau de la Chine, voilà, sur ce secteur-là, et qui essentiellement, on peut le voir quand même, européen au niveau de la filière cuir, luxe et textile. Et après, je peux évidemment aller choisir un pays directement en cliquant sur la bulle. Si je veux voir les exports qui sont faits au Portugal, je clique sur le Portugal et j'ai le nombre d'entreprises et les filières associées. Pourquoi je vous disais, oui, mais pourquoi ça évite les erreurs? Parce que ce qu'on a construit à côté, c'est ceci. C'est ce qu'on appelle un back-office de gestion. Et donc, au lieu aujourd'hui de saisir les mises à jour des données pour la CCI dans un fichier Excel que je vous ai présenté, celui-là, au lieu de saisir les informations et les mises à jour dans ce fichier où on n'est pas sûr où il est partagé, qui a la bonne version, est-ce que les informations sont à jour ou pas, le fichier est sur le cloud intranet de la CCI, mais quand ils font du télétravail, ils n'y ont pas accès. Tous ces éléments-là sont levés en créant un back-office qui est accessible par une URL Internet et identifié en mot de passe, évidemment. Et ensuite, quand je clique sur une entreprise, eh ben, je peux venir, vous voyez, modifier ses effectifs, faire les mises à jour nécessaires, modifier les évolutions de chiffre d'affaires, modifier le nombre d'implantations, tout ça en quelques clics et automatiquement sur un back-office de gestion qui est en plus agréable à travailler et qui permet d'éviter les erreurs puisque toutes les données sont centralisées, la dernière version est toujours à jour, l'ensemble des informations sont accessibles partout et le fichier Excel n'est pas perdu. Et ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il est aussi possible dans ce back-office de faire un export, on peut le voir ici, en Excel, si évidemment un partenaire souhaite avoir les données brutes, comme par exemple la région Nouvelle-Aquitaine ou encore les organisations publiques partenaires de la CCI. Donc voilà un exemple assez concret là aussi sur
comment à la fois une cartographie permet de visualiser une partie des informations et de les rendre publiques, et comment ensuite l'information brute, qui est au niveau, par moment, RGPD, au niveau même confidentialité, ne peut être libérée à tous, peut quand même être consolidée sur une base de données et exportable auprès des partenaires ou prestataires qui auraient l'autorisation à avoir accès à ces données. Donc, il y a une double démarche dans ce travail que je voulais vous montrer. Il y a une démarche de cartographie, de visualisation, mais il y a aussi une démarche de consolidation de sa donnée avec un simple back-office en passant de l'Excel à une base de données. Et ça, je pense, c'est un enjeu grand pour l'ensemble des organismes publics qui veulent faire en sorte que dans le temps, la donnée prenne de la valeur et limite les erreurs de saisie. Je vais vous montrer un dernier exemple et je laisserai place à des questions-réponses parce que je sais que vous avez tous un agenda chargé et j'avais promis 45 minutes, pas plus, et je veux respecter le timing sur ce DataMeet, donc il me reste 15 minutes. Je vous montre le dernier exemple de cartographie et après, s'il y a des questions, réponses, je prendrai une batterie de questions avec grand plaisir. Dernier exemple, on a vu visualiser, on a vu éviter les erreurs avec la cartographie. On va voir un dernier exemple, c'est créer de la connaissance sur le territoire, c'est-à-dire comment j'arrive à voir mon territoire différemment avec un score que je n'avais pas auparavant sans l'usage des données. On y va de suite. Et là, on a utilisé d'ailleurs la donnée publique, j'en parlais tout à l'heure, hein, la donnée libérée par les États. On va voir que sur ce projet Carteco, on a utilisé la donnée qui est libérée notamment par l'INSEE, donc aussi à l'échelle nationale. Donc c'est un outil qui permet pour tout entrepreneur qui recherche des locaux ou des bureaux de savoir si l'environnement dans la métropole concernée répond à sa problématique. C'est-à-dire qu'au-delà du prix au mètre carré et au-delà de la visite des bureaux, l'entrepreneur peut se dire, ben, mon local commercial, est-ce qu'il correspond aux critères que je recherche? Et grâce aux données et à la géolocalisation, on va voir qu'on peut répondre à cette question. Donc là, je vais choisir un territoire. Je prends la Gironde, par exemple. Donc je veux louer. Imaginons, on va prendre l'exemple d'un boulanger, je vous propose. Je suis un boulanger, je veux donc louer un local commercial. Il me faut au minimum, je pense, 100 mètres carrés hein, avec les fours. Local commercial. Et là, vous voyez, on a des critères qu'on nous demande. Est-ce que je veux une densité de population élevée ou basse? Bon, on va dire que pour le boulanger, ce n'est pas quelque chose de forcément important. Les revenus de la population doivent-ils être élevés ou bas? Ou en tout cas, ce n'est pas important. Là, pour le coup, ce n'est pas forcément important. La boulangerie, c'est pas ce qu'il y a, enfin, le pain, c'est pas ce qu'il y a de plus cher. Est-ce que je veux des équipements? Est-ce que je veux la présence de la fibre? Bon, on peut se dire que pour une boulangerie, ce n'est pas l'essentiel. Est-ce que je veux des accès au transport en commun? Alors là, je vous propose de dire que c'est important pour une boulangerie, parce que potentiellement, être proche des arrêts de bus ou de tramway, ça peut être un enjeu fort. Est-ce que je veux de la présence d'entreprises concurrentes? Oui ou non? Pour le coup, je n'ai pas envie d'avoir de boulangerie à côté de moi. Est-ce que j'ai une présence d'entreprise complémentaire serait intéressante? Alors là, on a un algorithme qui nous permet de savoir en fonction des codes NAF des entreprises complémentaires. Pour une boulangerie, c'est par exemple une boucherie ou le tabac. Donc oui, je pense que c'est important d'avoir des entreprises complémentaires à proximité. Et enfin, je renseigne si j'ai déjà mon code NAF, et, enfin mon SIRET, pardon, et je renseigne mon code NAF. Vous voyez qu'il y a tous les codes NAF disponibles. En tout cas, il y en a plus de 70 aujourd'hui dans l'outil. Et si je choisis boulangerie, c'est le 1071C, je lance. Et là, il y a un algorithme qui, par rapport aux critères et aux données qui sont géolocalisées sur la métropole de Bordeaux, va nous cartographier le territoire et nous dire si les zones ou non, on peut voir la cartographie apparaître, les zones ou non qui correspondent à mes critères pour la recherche de local commercial. Avant de vous montrer comment ça marche quand je clique, tout à l'heure on a parlé, il faudrait que les données soient plus éthiques ou que l'usage des données soit plus équitable. Au niveau on parlait d'inclusion dans les constats. Au départ, certains nous disaient il faut créer des personas
et choisir pour eux les critères par métier. Nous, on trouvait que ce n'était pas forcément très équitable, entre guillemets, de dire pour un boulanger, pour vous, la fibre, c'est important ou pas. Mais dans la logique d'interface utilisateur et de gestion qu'on a fait de l'outil, on se rend bien compte que chaque personne peut, en fonction de son propre jugement, considérer qu'un critère est important ou non par rapport à ses propres croyances et rechercher un score du territoire qui correspond à ses croyances. Et ça, pour moi, c'est une forme d'inclusion et d'équité du fait de ne pas forcer l'utilisateur à adopter les critères des autres, mais d'avoir son propre libre arbitre pour voir sa cartographie par rapport à son métier. Donc là, on peut le voir, la carte. Si je clique sur cette zone, elle était d'ailleurs en rouge, hein, vous l'avez vu, en orangé. Donc c'est rue de la Cèpe à Bordeaux, près de Fond-d'Odège, pour ceux qui connaissent Bordeaux. On voit que la zone, elle est notée 1,4 sur 10. Donc autant dire que par rapport aux critères de recherche de la personne, la zone ne correspond pas à ces critères. Peut-être que pour une boulangerie, elle pourrait faire des affaires sur cette zone. Ce n'est pas ça qu'on dit. Ce que l'on dit, c'est qu'on apporte une connaissance du territoire en expliquant qu'en fonction des critères que vous avez choisis, cette zone ne correspond pas à ce que vous recherchez. Et on peut voir qu'ici, dans le quartier, par exemple, de Mériadex, si je viens zoomer, la zone qui est ici, près de la rue Claude Bonnier et de l'hôtel Mercure, correspondrait très bien aux critères que la personne recherchait. Et donc, on peut voir qu'il y a différentes zones. Imaginons ici à Lormont aussi, on voit qu'il y a des zones qui, ici, ou près du leader price de Génicard, correspondraient exactement aux critères, exactement non, mais 6,3 sur 10 aux critères que recherche la personne. On voit qu'il me semble sur Pessac ici, pas très loin dans la métropole de Bordeaux, on a un 10 sur 10. Cette zone est exactement dans les critères de recherche, près du Biocop, et c'est rue Curie. Alors j'ai une vue satellite pour aider le boulanger, si nécessaire, dans sa recherche pour visualiser différemment le territoire. Je peux repasser en vue standard. Et j'ai aussi le mode de transport. Quand je sélectionne une zone, si je viens ici sur Pessac, et que je choisis 5 minutes à pied, je peux visualiser où je peux aller avec 5 minutes à pied. Pour une boulangerie, ça peut être intéressant en termes de zone de chalandise, ou à vélo, pour voir un petit peu les déplacements potentiels. Et enfin, sur cette cartographie, on a aussi la capacité d'avoir des vues un peu plus, qu'on peut appeler en 3 dimensions, mais des vues pour bouger différemment dans la ville et visualiser comme ça l'information au plus près pour aider la recherche de zones commerciales pour chaque métier. Et donc, on voit bien qu'on crée une connaissance, savoir que la zone ici est 10 sur 10 ou celle-ci 6,96 sur 10, on se rend bien compte que cette connaissance du territoire n'est possible que par la modélisation de données et la cartographie. Voilà, il est midi 8, ce qui veut dire que ça nous laisse 5 minutes si certains veulent poser des questions-réponses. J'espère surtout que j'ai été pédagogique sur mes exemples, que j'ai été clair, que je vous ai donné différents niveaux, des cartographies assez simples avec la NCV jusqu'à des cartographies assez complexes. Je vais regarder le chat, voir si certaines questions me sont posées. N'hésitez pas à prendre la parole ou encore à écrire dans le chat. Je vois qu'apparemment Grégoire avait une question. Je vois que Marius a répondu en direct. Merci Marius. Alors il faut savoir, pour ceux qui ne le connaissent pas, Marius n'est pas visible à la caméra parce que en télétravail, je crois qu'il a les petits à la maison. Donc on comprendra que ça peut faire un peu de bruit. En tout cas, Marius est directeur de l'innovation chez 10h11 et je vois qu'il a répondu d'ailleurs dans le chat. Merci à Marius pour ton aide à différentes questions, notamment à Yann, Mélanie, Grégoire. J'espère que ça vous aide. Comme j'ai dit en début de Datamit, si certains veulent aller plus loin, il y a un bouquin sur notre site internet qui est disponible, qui s'appelle Datamaker, voilà, qui est assez pédagogique avec des questions-réponses. C'est classé par métier et une méthodologie de travail. Si l'usage des données vous interroge, si vous vous dites que votre organisation peut en avoir besoin, ce livre peut sans doute vous aider. Et puis, on aura aussi prochainement d'autres Datamit qui seront organisés sur d'autres thématiques. N'hésitez pas à suivre notre agenda. Encore une fois, ces Datamit sont toujours gratuits et ouverts à tous. Donc, n'hésitez pas aussi à inviter des gens autour de vous qui seraient intéressés par ces sujets de la data qui me semblent importantes. Alors, je vois qu'il y a une question de Yann.
Quelles sont les sources de données open source ou comment trouver les meilleures sources pour connaître des flux de personnes dans une ville? Alors, je sais qu'il y a un partenaire qui s'appelle Open Data Soft, bon, c'est une entreprise privée, mais il travaille avec beaucoup d'organisations sur la libération des données. C'est un partenaire privé. Et on travaille avec eux notamment pour la SNCF, puisqu'on travaille avec la SNCF sur ces sujets. Après, il y a tous évidemment les sites du gouvernement. Je crois que opendata.gouv.fr, si je ne dis pas de bêtises, c'est le site du gouvernement où vous retrouverez l'ensemble des liens et des sources disponibles sur l'open data. Alors, si jamais Marius m'entend, qu'il n'hésite pas à partager les liens, si c'est opendata.gouv.fr dans le chat. Mais Open Data Soft et opendata.gouv.fr sont deux excellentes sources. Après, par rapport aussi à la question, parce qu'il y a une précision, les flux de personnes dans une ville, je pense que quand même sur cet aspect-là, parce que c'est très précis, il faut trouver les applications qui potentiellement récupèrent les flux. Tout à l'heure, j'ai parlé de Running Heroes, qui sont des Français qui utilisent un nouveau service de récupération de flux, et donc ils peuvent mettre à disposition de manière anonyme ces flux si le partenariat est d'ordre public et on va dire dans l'objectif d'aider le citoyen. Je crois qu'ils ont cette démarche-là. Donc n'hésitez pas à les contacter, Running Heroes. Je crois que c'est Sport Heroes, le nom global de l'entreprise. Et après, je pense qu'il faut être curieux sur les dispositifs aujourd'hui qui nous permettent de se géolocaliser et qui seraient ouverts à travailler avec des données publiques. Et là, je ne suis pas forcément un expert. C'était exactement ça. Le but de ma réponse, de ma question, c'était savoir s'il existait déjà des petites applications qui se mutualisaient sur les différentes villes pour obtenir ces données, et justement pour faire évoluer la ville et savoir où les gens se déplacent et comment ils se déplacent. Effectivement, c'est un peu de l'espionnage via des applications, mais il faut être curieux pour essayer de savoir lesquelles sont ouvertes, c'est ça? Oui, et il faut demander souvent aux dirigeants, et après, avec tous les politiques actuelles de RGPD, on se doute bien des difficultés qu'ils peuvent avoir. Mais je me souviens qu'il y avait un universitaire, j'ai plus le nom, mais ça remonte, hein, ça devait être en 2015-2016, qui avait lancé une application open source qui permettait à tout le monde de l'installer sur son smartphone. C'était anonyme, mais ça récupérait toute la géolocalisation et on pouvait potentiellement se plugger à cette base de données. Je l'ai moi-même utilisé, mais ça prenait beaucoup de batterie à l'époque. Donc, je sais qu'à un moment donné, j'avais arrêté. En tout cas, il y avait ce programme-là qui avait été lancé par… alors, j'ai plus le nom. J'essaierai de vous le retrouver, Yann, et de vous envoyer la source si ça me revient après ce datamite. Mais je sais qu'il existait des programmes universitaires de recherche sur le sujet. Donc, si je retrouve le nom, je vous le donne. Je regarde, je crois qu'il y a Sabine. Comment? Merci pour la réponse, en tout cas. Avec plaisir, avec plaisir. Il y a Sabine qui dit « Je souhaiterais savoir comment cartographier des données dans le cadre d'un diagnostic de territoire. Quelle application pourrait-on utiliser ?» Alors, pour cartographier des données diagnostiques, ok, les applications. Alors, nous, il faut savoir qu'on utilise essentiellement Mapbox. Donc, Mapbox, M-A-P-B-O-X. C'est un service de cartographie qui se base sur OpenStreetMap, hein, donc qui se base sur des cartographies publiques, mais qui permet d'apporter une couche visuelle qui est assez agréable. Je ne sais pas si vous avez apprécié la vue de la mairie de Paris qu'on a proposée, ou encore celle sur Carteco. On a bien vu qu'il y a des cartographies qui sont épurées, qui délimitent bien les rues sur lesquelles on arrive à lire simplement. Donc, Mapbox nous permet ça. Après, je sais qu'il y a des outils. Si vous ne voulez pas passer par des spécialistes comme 10h11, mais vous voulez faire vous-même, il y a des outils comme carto.com, il me semble, qui peuvent aussi vous aider à créer vos propres cartographies. Il faut être un petit peu technique quand même pour créer votre base de données, mais ensuite, la cartographie, c'est très intéressant, vous propose des blocs, vous propose de s'adapter sur mobile. Donc carto.com est là aussi un outil intéressant. On l'utilise notamment avec nos clients chez 10h11, parce que certains clients veulent avoir la main sur ce qu'ils visualisent, mais ils ne savent pas gérer trop le back-office, c'est-à-dire la gestion des données, et ça, ils nous confient la gestion des données. Mais si vous êtes un petit peu geek, Sabine, vous pourrez gérer les deux peut-être vous-même. Donc, je vous invite à regarder carto.com ou Mapbox, qui peuvent être deux outils qui peuvent vous aider. Alors, je regarde s'il y a d'autres questions.
Non, je crois que Marius, après, avait répondu à l'ensemble. Et il est midi 14. Encore une minute s'il y a une question. Et sinon, je vous libère encore une fois pour respecter le timing de chacun. En tout cas, je tenais voilà, il est midi 15. En tout cas, merci à tous pour vos questions. Je tenais une nouvelle fois à vous remercier parce que vous êtes très nombreux. Enfin, vous étiez plus de 24 connectés ce matin, plus sur les réseaux. Donc, merci à tous pour votre intérêt. J'espère à très vite sur de prochains Data Meet et je vous souhaite de très bons projets de cartographie si vous en avez en cours. Et j'espère que ce Data Meet vous a été utile. À bientôt. Merci à tous.